Bonsoir, bienvenue dans ce 35e numéro d'iWeek saison 3. On approche de la 100e tout doucement, on en reparlera. Bienvenue pour cette nouvelle émission en direct en ce mardi soir. Si vous nous regardez en ce mardi, donc il est 20h et quelques secondes. On est ensemble pour une heure autour de l'actu Apple et ce soir on va faire dévier l'émission vers une thématique qui nous est chère, qu'on vous a annoncé la semaine dernière, puisque pendant presque une heure on va discuter de la gamme de portables d'Apple, de son évolution. On va revenir sur l'historique aussi avec quelques surprises que les uns et les autres vous ont réservées, qu'ils sont encore en train de vous réserver. Vous voyez que Guillaume est en train de se préparer. Et oui, c'est ça le direct. Et puis, à la fin de l'émission, on retrouvera Teddy pour aller quelques infos dans l'actu de ce mardi soir. Allez, vous faites vous-même le petit tour de table aujourd'hui, les amis. Je vous laisse commencer. Allez dans le sens des aiguilles d'une montre. À toi, Ellie. À toi la parole pour le bonjour du début. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde, ravi d'être dans iWeek une fois de plus. Et je pense qu'on vous a préparé une petite émission aux petits oignons. Et je cède la parole à mon voisin qui est de l'autre côté, pardon, là. Et qui a oublié d'ouvrir son micro. Merci Elie. Guillaume, Jean-Christophe, tu es un... Cette semaine encore, c'est une semaine où on a beaucoup parlé portable et donc on a plein de choses à vous dire, ça va être sympa. Voilà, Jean-Christophe, tu es vraiment incorrigible, tu nous le fais à chaque fois. Hein. C'est parce que je suis timide. Ouais, c'est ça. Bon allez, tu vas te rattraper, j'en suis sûr. Salut Guillaume. Salut les loulous. Oh bah dis donc, tu veux un petit tube d'aspirine ? Non, ça va, merci, tout va bien. Pourquoi les gens disent que je suis malade aujourd'hui? Mais je suis pas malade du tout, je vais très bien, moi, merci. Ravi de te retrouver comme le reste de la bande. Et puis le dernier larron de ce soir, c'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très très bien, très heureux de vous retrouver. Alors vous le savez, allez, je vais essayer d'appuyer sur les bons boutons. Très heureux de vous retrouver, vous le savez, ce soir on a un sujet au programme, on est attendu au tournant et je sais que vous êtes nombreux au rendez-vous. Tout de suite, Twitter, iWeekTV, c'est le hashtag qu'il faut utiliser pour nous envoyer vos messages. Et les amis, peut-être qu'on va commencer par... Allez, on n'oublie pas notre rôle de vulgarisation aussi. On va aider ceux qui sont pas forcément ultra familiers avec le sujet du jour à comprendre d'où on vient. Elie, c'est peut-être le plus simple qu'on démarre avec toi. Allez, volontiers. Allez. Tu veux qu'on parle un peu de l'histoire des portables? Bah oui. Commençons par ça. Bah écoute, l'histoire des portables, Jean-Louis Gasset, quand il était donc à la tête d'Apple, avait décidé un certain nombre de changements dans la gamme et il avait décidé deux choses, de faire un Mac portable et de faire un Mac ouvert. Et d'ailleurs, il se baladait avec une voiture, avec une plaque Open Mac. Et donc, le Mac portable, je pense qu'il y a différentes vidéos, mais sinon, je peux essayer de vous le montrer car il est juste là. Regardez comme il est beau. Alors là, on entre direct dans le musée de l'informatique. Hein. Voilà. Alors, à quoi il ressemble? Ben voilà, il ressemble à ça. Ça pèse un âne mort et demi, pour être honnête. Ça a un écran noir et blanc. Il y avait un trackpad, hein, vous avez vu qu'Apple, donc avec une boule. Ils ont sorti un modèle avec un clavier numérique après, que j'ai aussi, hein, j'en ai deux. Une sacoche de transport, je vais essayer de vous la montrer. Donc, je repose la chose pour que vous voyez. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un musée parce que, regardez bien, il faut deux bras et c'est énorme. Excellent. Et dedans, il y a un deuxième portable. Donc, ça a commencé par ce modèle-là, qui a été une vraie révolution. Les autres n'en avaient pas, hein, donc, mais c'était un ordinateur de bureau, juste avec un petit écran. Voilà un deuxième. Jean-Christophe en a un aussi. Il y a quelques particularités à noter, c'est que le fameux trackpad, trackball, on pouvait le mettre à droite ou à gauche du clavier, en fait. Donc, c'était sympa pour les personnes gauchères. Donc, on pouvait effectivement inverser l'ordre. Et les batteries fonctionnaient au plomb.
Miam. Bonjour l'écologie à l'époque. Juste les amis, je voudrais, alors parce que là, je sens que vous êtes déjà partis dans tous les sens. On a dit qu'on faisait de la vulgarisation. Il faut commencer par le B.A.B.A. Et le B.A.B.A, c'est, on remonte à quoi? Il y a plus de 20 ans, hein? Ouais, 88. C'est quoi, 99. c'est quoi le premier portable Apple pour vous? 80. Ouais, c'est celui-là. Comment il s'appelle? Et l'Apple Macintosh IIc. portable. Ah oui, bon. Oui, L'Apple IIc, ouais, j'allais le dire. l'Apple notamment. IIc, oui. Alors, c'est quoi pour vous? C'est L'Apple IIc. l'Apple IIc c'est pour vous une est un Mac portable. D'ailleurs, on n'est pas rendu. Hein. Tu as dit le premier portable Apple. Ouais, d'accord. L'Apple, c'est l'Apple IIc. Bon, d'accord. Qui ressemble un peu à un portable. C'est ce que nous a montré Ellie et ce que j'avais dans les mains. C'est le Mac portable qui tenait, qu'on pouvait porter parce qu'il y avait une poignée intégrée. Je sais pas si vous la voyez. C'est quand même bien avant l'iBook. Apple faisait des portables avec poignée et il tenait sous la grande fierté d'Apple, c'est qu'il tenait sous un siège d'avion. Donc on pouvait, quand on était cadre, le trimballer avec soi et ça pesait effectivement extrêmement lourd. Ouais. L'intérêt, je le partagerai sur Twitter tout à l'heure parce que je pense qu'on n'a pas le temps. La vidéo où justement Jean-Louis Gasset, célèbre français qui vit dans la Silicon Valley, le présente, c'est qu'on est bien dans un Mac portable, c'est-à-dire c'est un Mac SE dont on a tout récupéré avec une batterie au plomb et un écran à cristaux liquides. Et du coup, voilà, ça fait ce monstre qu'on voit, C'est vrai, à regarde, l'écran. regarde, on peut le porter en bandoulière. On peut même faire du Mac portable, regarde, en étant tiré sur une sorte de comment on appelle ça, Pouce-pouce. de pouce-pouce. C'est ça. Là, c'est vraiment, c'est un peu de la science-fiction quand même là. Hein. Ils ont dû prendre des cultures. Je plains c'est l'alpiniste qui 89. l'a trimballé tout en haut. T'as Jean-Christophe, tant que tu y es, tu es un petit peu excentré, etc. Essaye de te recadrer un petit peu pour qu'on Oui, profite bien de la belle C'est à vue. cause du Mac portable, justement. Voilà, profitons bien de la belle vue à San Francisco. Juste parce que je voudrais vraiment qu'on essayer de faire un peu de pédagogie. Ellie, à un moment, Apple, avec Steve Jobs, si je ne me trompe pas, a vraiment essayé de rationaliser la gamme. On est d'accord ? Absolument. Donc, en fait, il y a eu toute une série de portables qui ont suivi celui-là. Pendant les années noires d'Apple, il y a eu une multiplication de modèles. Je les passe très rapidement, juste pour que vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemblait en design. Donc, après le Mac portable, on est arrivé à des choses qui étaient ça ressemblait beaucoup plus à un portable. Donc, on a eu ça, du PowerBook 170. Il y a eu les PowerBook Duo. Après, il y a eu du PowerBook Couleur 3400, qui était un PowerBook Couleur. Après, on a eu... bon, là, après, on passe à la période Steve Jobs. Donc, je m'arrête à ces modèles-là qui ressemblaient à des choses un peu archaïques. Donc, il y avait énormément de modèles. Et donc, quand Steve est revenu chez Apple, il y a une vidéo qui en parle, mais on n'a peut-être pas le temps de la passer, sinon je vous donnerai le lien YouTube. Steve a dit, voilà, il a dessiné, en fait, c'était assez simple, il a dit, voilà, on va revenir à ce qu'ils appellent Business 101, donc l'économie pour les nuls. Et il a dessiné un rectangle, il a mis 4 cases et il a dit voilà, il y a 2 segments de marché. Il y a le marché personnel et le marché professionnel. Là-dedans, nous allons faire le meilleur produit dans chacune de ces catégories, mais il y aura une machine de bureau et une machine portable. Est-ce que c'est cette grille-là ? Exactement. Donc, et là, on voit que pour le marché, en fait, elle est inversée, mais je ne sais pas pourquoi elle est inversée. Ce n'est pas un problème d'affichage, puisque les lettres sont droites. Mais dans la matrice originale, en fait, la partie grand public était à gauche. Donc, il y avait iMac, iBook, Power Mac, PowerBook. Et donc, voilà, il a dit, dans chacune de ces catégories, nous allons fabriquer le meilleur produit possible. On n'en aura que 4 au début, mais ils seront tous magnifiques. Et donc, ça a donné ça. Exactement. Donc, ça a donné l'iMac, Bondi Blue, que vous voyez là. Ça a donné l'iBook portable, j'en ai un orange, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, je pourrais vous le remontrer. Ça a donné le PowerBook bronze qui est là à côté, et ça a donné après l'iMac G3. En fait, pour illustrer, voilà les 2 produits portables. Oups, revenons là. Donc, en personnel et en professionnel. Donc, l'iBook pas lourde et le PowerBook.
Donc la machine professionnelle. Juste précision, l'un de vous est en train de taper au clavier, on entend énormément la frappe sur les touches. Je le dis juste parce que on l'entend autant qu'Ellie. Et je soupçonne que ce soit... Allez Guillaume. Celui qui répond au tweet en direct. Pas du tout, va-t-il dire. Ok, donc ça a été la première version. On peut dire qu'après ça a évolué avec de nouveaux modèles, notamment d'iMac qui ont suivi le célèbre Bondi Blue. Exactement. Donc, on a eu les Mac tournesol. Il y a eu des vidéos célèbres avec des musiques Rolling Stone et les Mac qui tournoyaient en 3D en l'air. Donc, il y a eu ces 5 couleurs de base. Après, il y en a eu d'autres. On a eu le iMac dalmatien qui était assez rigolo. Là encore. Alors, toutes ces machines-là, je les ai dans le musée. Mais comme ce n'est pas des portables, je ne les ai pas sorties. Mais elles sont là et elles sont assez rigolotes. Alors, merci de nous suivre. Vous êtes très nombreux sur Twitter ce soir. Certains d'entre vous, d'ailleurs, apparemment, nous suivent pour la première fois. Tu as déjà des demandes de visite de ton musée au mois de juillet. J'ai complété 2-3 tweets, peut-être, Benjamin. Oui, attends, on n'a pas fini. Attends, je dis juste bonjour à nos amis sur Twitter, et puis on y retourne. Guillaume, Philippe, Céline, alors, tous les habituels sont là. Eric, voilà, qui nous suit apparemment sur sa box. Puis on salue Titus, dont c'est la première notamment ce soir dans iWeek. Oui, Guillaume. Ellie, t'allais très vite en fait sur l'histoire des portables Apple, alors qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire. Les gammes de portables Apple, ce sont des gammes qui ont porté vraiment l'innovation technologique chez Apple. Les premières batteries intelligentes dans les ordinateurs portables avec les PowerBook 520, les écrans à matrice active, à matrice passive, les machines avec du Wi-Fi intégré avec l'iBook, les ordinateurs. En fait, si tu veux, la quintessence du design et de l'intégration chez Apple, elle se retrouve dans ces produits portables. Et c'est très important en fait. Le trackpad, par exemple, aujourd'hui, vous êtes tous habitués à avoir un trackpad sur votre portable. Le premier ordinateur portable qui avait un trackpad, hop, il est là. Je vais le retrouver. C'est celui-là. Donc le PowerBook 520-540 qui, sous des aspects très bourrus, très carrés, en fait, est assez intéressant parce que quand on l'ouvre, en fait, on a une machine très arrondie, donc avec un design vraiment super chouette, vraiment très beau. Et c'était le premier ordinateur vraiment à avoir un trackpad intégré avec des ports PCMCIA pour avoir des cartes d'extension dessus. Donc c'est important de dire quand même que même si effectivement pour Apple c'était une période entre guillemets noire entre 90 et 98, on va dire. C'était pas si noir que ça, du moins sur les portables, où en fait les portables avaient une très haute valeur technologique et c'était les machines sur lesquelles Apple faisait vraiment beaucoup de marge. Ils en vendaient beaucoup. D'ailleurs, c'était un des seuls segments où ils s'étaient pas fait manger par les cloneurs à l'époque. Ils étaient très chers. Il y a eu des clones de Mac, il y a eu des constructeurs de compatibles Mac dans les années 95 jusqu'à 97, et il n'y a jamais eu de portable clone, de portable chez les cloneurs. Apple avait gardé l'exclusivité sur les portables Apple, sur ses portables, et du coup, en fait, Apple a toujours eu des machines portables comme de très haute qualité. On parle beaucoup des portables sub-notebook, les petits portables légers, etc. L'ancêtre du MacBook actuel, il ne faut pas le chercher, il est là, c'est le PowerBook Duo. C'est un ordinateur super light avec aucun connecteur à l'arrière, à part l'alimentation, et un port série, je crois. Et puis c'est tout. Et cette machine-là, vous pouvez l'embarquer toute la journée. 3 heures d'autonomie, on n'allait pas non plus hyper loin. Mais c'était des machines qui, technologiquement, ont toujours été super avancées. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Alors, juste parce que là tu vois, la tentation est grande de passer d'un sujet à l'autre. Je voudrais qu'on essaye d'être un petit peu chronologique. Évidemment, dans la deuxième partie de ce dossier spécial sur les portables, on va se poser toutes les questions qui fâchent sur les portables d'aujourd'hui, sur le MacBook, sur l'USB-C, le Thunderbolt 3, Retina ou pas, l'évolution des prix. On va essayer de rien laisser passer. Juste, tu mentionnais les innovations. Allez, un tout petit bout de vidéo pour se faire plaisir. Alors ça nous emmène assez loin, mais c'est justement le modèle de PowerBook que tu avais dans les mains, je crois. Regarde. Let me look at this completely backwards, do something completely different. And something that came out of that made a lot of sense to us, and that was pushing the keyboard towards the back and moving hardware. Comment est-ce qu'on a réorganisé finalement les composants ou organisé les composants? Ça, c'est vraiment essentiel et je voulais en parler juste après Guillaume. C'est qu'Apple a été le premier constructeur à mettre le clavier au fond et il l'avait breveté. Et pendant des années, ils ont poursuivi tous ceux qui essayaient de faire comme eux. Et ils avaient expliqué à l'époque le syndrome du canal carpien. Donc, ils avaient expliqué que Apple permettait de poser les deux mains sur l'ordinateur et donc ne pas souffrir de ce syndrome terrible du canal carpien.
que subissaient les autres. Et ils l'ont vraiment défendu pendant longtemps. On va parler de l'évolution de la gamme. Vous vous souvenez qu'assez récemment, il y avait une publicité pour un portable Apple qui se passait dans un avion? Oui. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la pub originale? Non. Ah, alors écoutez, j'ai peut-être trouvé un truc que vous n'avez pas encore vu. Ça m'étonnerait, mais regardez, avec un célèbre basketteur qui s'appelle Karim Abdul-Jabbar. Bien sûr. Having embarked on a new career at the age of 45, Kareem found himself traveling in coach. At least his hands were comfortable. Only PowerBook is designed to fit the way you work. PowerBook from Apple. Voilà, the next big thing. Hein, ça nous pas vu celle-là. Oui. Tu l'avais pas vu celle-là, Guillaume? J'avais déjà vu, mais très très longtemps. Ça, ouais. Eh ben, écoute, franchement, ça a l'air moyen, oui, effectivement, ça revient. Ah, ça fait plaisir. Un petit peu de nostalgie ce soir dans iWeek. On va remonter comme ça les gammes portables. Alors, le PowerBook 100, pour moi, ça a été pour moi, ça a été le premier modèle de portable qui ressemblait un peu à ce qu'on faisait aujourd'hui. Alors c'est le cas, et puis en plus, il y a une petite histoire quand même intéressante à savoir, c'est que c'est pas un portable Apple en réalité. C'est que dans l'histoire, en fait, Apple s'est rapproché de Sony, et c'est en fait une collaboration entre Sony et Apple qui a permis de créer les PowerBook série 100 à l'époque, en fait, puisque Apple est parti de la base du Mac portable, d'ailleurs, je crois que c'est la série 100 qui est vraiment la base du Mac portable, mais miniaturisé pour en faire un PowerBook. C'est vrai. Bon, Elie, tout à l'heure, dans ton petit musée chez MCS à Nice ou à Cannes, d'ailleurs, je ne sais pas où tu es ce soir. À Nice. À Nice, voilà, dans ton petit musée personnel à Nice, j'ai cru apercevoir cette machine. Absolument. Le PowerBook G3. Oui, oui. Alors, en termes de design, il a vraiment marqué les esprits, celui-là. Hein. Oui. Absolument. Ouais. Lecteur de DVD intégré, il était ultra puissant par rapport à la concurrence, une pléthore de ports à l'arrière. Donc c'est effectivement, comme disait Guillaume, je suis totalement d'accord avec lui. Les PowerBook, donc les portables Apple, ont toujours marqué l'innovation. Toutes les nouvelles technologies sont apparues d'abord sur les portables. Ouais. Et c'est l'époque où les portables étaient aussi très visibles au cinéma, hein. Oui, celui-là, si je ne me trompe pas, il est apparu dans Independence Day. Ouais, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est un 3400 et il y a eu aussi même époque, il y a eu une Mission Impossible. Il y avait un autre PowerBook 3400 ou un 1400, je crois qu'il était un prototype. Non, c'était un 3400, je crois qu'il était un prototype à l'époque. Non, du 5300, pardon. Et effectivement, ces machines-là avaient une très forte visibilité grâce au logo à la pomme qui était visible à l'arrière, quoi. Et d'ailleurs, une des choses qui est assez marrante, c'est qu'à une époque, c'est à l'époque du PowerBook G4, Apple a décidé de changer le sens de la pomme parce que quand la machine était, vous voyez la pomme, elle est face à vous. Quand vous prenez la machine, en fait, face à vous, la pomme était à l'endroit. Et en fait, quand on ouvre le capot, elle était à l'envers. Et après, quelques années plus tard, je crois que c'est dans les années 2000, il me semble, Apple a décidé qu'il remettait la pomme dans l'autre sens. Et alors, ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y a un article technique qui expliquait pourquoi. C'était en fait une raison d'ergonomie. Quand on prenait la machine face à soi, on avait la pomme face à soi, donc on savait comment ouvrir la machine. Et après, cet article a disparu de chez Apple. Je ne l'ai plus jamais retrouvé à partir du moment où les G4 sont sortis avec la pomme dans l'autre sens. Visionnisme informatique. Sur le... On est tous plus ou moins de la même génération. Je ne vais pas vous demander vos âges, mais moi, à l'époque où le prochain portable dont je voudrais vous parler est sorti, moi, je travaillais chez Univermac. D'ailleurs, je croisais Jean-Christophe Vigne, souvent, qui écrivait aussi dans UMac, hein, comme on disait à l'époque. Et c'est le premier PowerBook, nous, qui nous a fait un peu fantasmer. Je ne sais pas si vous voyez de quel modèle je veux parler. Le Titanium. Ah, bien joué, Jean-Christophe. Le Titanium. Pourquoi le Titanium a aussi comme ça marqué les esprits à ce moment-là? Parce qu'il était magnifique, et que c'était d'ailleurs, je crois que c'est une des premières présentations ex officio de Hive sur un portable, donc ça inaugure vraiment cette idée-là. Il était splendide, c'était vraiment un portable aussi rapide qu'une machine de bureau. Il était fin et beaucoup plus léger
que ces devanciers dont on vient de parler en plastique. Et vraiment, c'était une machine de rêve. Moi, j'ai un autre souvenir quant à cette machine, c'est que pour moi, c'est le début de la frustration avec les délais de livraison d'Apple. Puisque, Benjamin, tu te souviens qu'on nous présentait les machines à peu près au moment de la Macworld, si je me trompe pas, donc début janvier. Et il a été disponible à la Fnac, mais aussi chez les vendeurs, mi-février. Et que j'appelais tous les jours la Fnac pour savoir si mon PowerBook Titanium était arrivé. Je me souviens de cette horrible musique à la trompette qui pourrissait tous mes matins. Et voilà. Mais c'était une machine géniale avec, là encore, ça a inauguré chez Apple le design, parfois au mépris du côté pratique, puisque si Ellie, tu peux retourner ton Titanium, on pourra parler des charnières. Moi, j'ai 4 modèles de PowerBook Titanium de génération. Ah mais non, c'est pas celui-là, Ellie. Non, c'est un PowerBook G4, ça. Ça, c'est un G4. Ah, Ellie pris en flagrant délit. Ah. C'est un aluminium. Excellent. Le Titanium, c'est que c'était des machines qui étaient très belles. Et moi, j'ai trouvé un peu trop froide. Et donc, pour finir, sur les 4 modèles de générations différentes, toutes les charnières ont cassé. Toutes. Ah. Et dans ces cas-là, il faut changer l'écran. C'est le gros défaut des titanium, c'est la peinture qui se barrait, les charnières étaient franchement fragiles. Et en fait, avoir un titanium aujourd'hui en bon état de marche, c'est quand même pas évident à trouver. Parce que c'est des machines qui sont vraiment, vraiment pas super costauds, contrairement à ce que le nom pouvait laisser penser au départ. On pensait que le titanium, ça allait être super costaud. Et en fait, elle vieillissait plutôt mal. Le capot en dessous a tendance à assez facilement se gondoler. Enfin, moi, c'est pas une machine pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, très honnêtement. Je préfère largement les versions suivantes. En tout cas, vous aurez remarqué que Johnny Ive n'a pas changé de coiffeur, mais en revanche, Phil Schiller a changé de coiffeur. Oui. Bon, là, c'est pas Schiller, mais c'est assez sympa, assez rigolo de les voir. On est quoi, il y a presque 20 ans, là, hein. Mais ça marque aussi le titanium, une rupture technologique. Par exemple, c'est les portables précédents chez Apple étaient tous équipés de baies d'extension. On pouvait changer la baie pour mettre un lecteur DVD, une batterie à la place, ou un lecteur zip, pour ce qui était des sortes de lecteurs disquette ou un lecteur disquette. Et à partir du titanium, en fait, Apple a décidé de dégager complètement cette technologie. On n'avait plus que le lecteur DVD embarqué, et basta. Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, mais ça marquait encore une fois le fait que Apple n'hésite pas à casser en fait ce qui existait chez elle et qui faisait son succès pour partir vers autre chose de différent, et c'est ce qu'on va voir dans les machines suivantes. Ouais. Gilles, quel est le premier portable, toi, dont tu as eu envie ou que tu aies peut-être acheté? L'Alu, le G4 Alu. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon ami Jean-Christophe. Le premier portable Apple qui allait aussi vite et même au-delà que tout ce que pouvait proposer la concurrence en termes de puissance, c'était le PowerBook G3, et il a même sauvé Apple financièrement, parce que pendant 6 mois ou 1 an, ça a été sa vache à lait. Mais clairement, pour revenir à ta question, c'est le G4, avec ces 2 modèles, le 15 pouces et le 12 pouces. Moi, j'ai eu un 15 pouces, et ce qui me faisait vraiment rêver, c'était le clavier lumineux. On a peut-être une vidéo à un moment donné où l'ingénieur du son dit c'est pas possible. Vous avez pensé à ça? Non, on l'a pas. Mais on peut la trouver. On l'a vu passer. On peut la trouver, mais on l'a pas. Elle est pas dispo, mais c'est pas grave. Elle existe. C'est très important déjà. Elle est dans le conducteur et tu l'as fait passer il y a 30 secondes. Ah bon, c'est celle qui tourne alors. Et voilà. C'est ça, oui. D'accord. Eh ben oui, ben voilà. Donc là, on est avec plein de créatifs qui disent tout le bien qu'ils pensent de ce PowerBook G4 Titanium au moment de son lancement. Alors on va passer. Voilà. C'est l'Alu. Ça, c'est le Titanium. Hein. Alors, c'est le même ingénieur du son qu'ils ont réembauché 2 ans plus tard pour faire l'article sur la vidéo corporate. Voilà. Alors, bon, vous savez qu'on a beaucoup de sujets à aborder dans la grosse demi-heure qui nous reste encore. Je voudrais évidemment qu'on vienne à la gamme actuelle. Et justement, le prochain extrait d'une keynote va nous mettre sur la voie de la gamme actuelle, puisque de tous les portables dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est le premier qui existe encore aujourd'hui. Ça nous renvoie à une keynote qui n'est pas toute récente. Steve Jobs était sur scène
Et l'intitulé de l'invitation, c'était There is something in the air. Regardez. It's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. Vous risquez d'avoir des frissons. Ah oui. En plus, j'y étais là. Vous ne me voyez pas, mais j'y étais. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. Token ring. Right? Amazing product here. Full-size keyboard, full-size display. Voilà, c'était le début de l'époque des Ultrabooks. Oui. On peut dire ça, hein? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est aussi la période des netbooks. Et en fait, on pensait tous qu'Apple allait sortir un netbook, un portable à 400, 500 euros, 300 euros, comme la concurrence s'y mettait, en fait, qui étaient surtout des machines assez pourries, à très bas prix, avec des claviers pourris, avec des écrans pas terribles, etc. Et en fait, Apple a totalement pris le contre-pied de ça en faisant des machines vraiment de haute qualité, avec une autre vision, en fait. C'était vraiment dans une machine extra fine. Alors, faut pas oublier que ce MacBook n'avait qu'un seul port. Un seul port USB et je crois qu'il n'y avait même pas de port Ethernet, je crois, je suis même pas sûr, peut-être même port réseau, Ethernet, je suis même pas sûr. Et c'est vrai que c'était une machine qui se démarquait totalement de la concurrence et qui en fait était le prototype du MacBook Air tel qu'on l'a connu ensuite, qui est la machine effectivement qui aujourd'hui est toujours vendue. Ouais. Alors on va en reparler de ce MacBook Air parce que moi c'est une machine à laquelle je tiens énormément et j'ai peur que Apple nous la fasse disparaître. On va en reparler, on va découvrir un deuxième portable Apple qui existe toujours dans la gamme aujourd'hui. Alors, il n'existe plus exactement sous cette forme-là, mais en tout cas, il a introduit une technologie d'écran qui s'est imposée depuis. Mine de rien, ça va faire 4 ans. Et j'y croyais pas quand je suis retourné chercher cette vidéo, puisqu'on est à la WWDC 2012. Regardez. Would you like to see the next generation MacBook Pro? Well, let's show it to you now. So the next generation MacBook Pro is the most beautiful computer we have ever made. Well, the first thing you're going to notice from the front, it's dominated by an amazing, magnificent new display. There's never been a notebook that is this gorgeous. But really, if you want to be shocked, let's turn it around to its side and see what it looks like from the side view. Voilà, donc c'est la première génération de MacBook Pro avec écran Retina. On peut dire que cet écran, cette technologie, elle s'est imposée depuis. Allez, on va commencer par les sujets qui fâchent. Est-ce qu'elle s'est imposée pour vous aussi ou pas? Oui. Largement. Oui. Ouais, quand même. Moi, quand tu prends une machine portable non Retina et tu la mets à côté, au bout de quelques minutes, quand même, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, enfin, il y a quelque chose qui est pas très net. Et surtout, ce qui est intéressant, quand moi, par exemple, je fais des bouquins ou je fais des captures d'écran sur mon Mac, les captures d'écran sont vraiment de meilleure qualité, tu peux les imprimer à l'impression, tu vois vraiment que tu as un écran de très haute densité par rapport à l'utilisation classique. Donc pour les graphistes et autres, moi, je pense que c'est une vraie plus-value, réellement. Ouais. Alors on va prendre Ellie qui est d'accord avec toi, Guillaume, et puis on passera après à Jean-Christophe et on demandera à Gilles aussi. Oui, écoute, moi je les ai tous eus, hein, les portables Apple. Hein, c'est mon péché mignon et comme je peux, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je le prends. Et il y a deux portables Apple qui m'ont marqué. Le PowerBook Duo qu'a présenté Guillaume tout à l'heure, parce qu'il était magique avec son dock et qu'on le glissait. Il y avait un petit moteur qui l'attrapait, qui le faisait rentrer dans son logement. Et après, on avait un ordinateur de bureau. Et puis après, c'est le MacBook Pro Retina. Parce que l'écran, il est juste magnifique et surtout, c'est une machine, c'est un monstre de puissance, quoi. Ça rivalise largement avec les ordinateurs de bureau, de la concurrence, etc. Même si, dernièrement, on peut discuter ce qu'ils se sont un peu laissés dépasser ou pas. Mais en tout cas, pendant très, très longtemps, ça a été de loin le meilleur ordinateur. Et moi, je l'utilise comme ordinateur au bureau et à la maison. Il me suit partout.
Et je pense qu'il n'y a pas eu une journée où je ne l'ai pas eu avec moi, quoi. Ouais. Jean-Christophe, on va revenir vers toi. Juste, essaye de te centrer. Tu es un peu bas dans l'image à nouveau. Donc, je suis sûr que si tu tires sur l'écran, tu vas réussir à remonter un petit peu sans te couper la tête. Cet écran Retina, pour toi, est-ce que c'est devenu un argument décisif ou est-ce que finalement, tu te contenterais encore d'un écran, entre guillemets, normal ? Moi, j'ai une expérience un peu particulière. Comme vous le savez, je voyage énormément. Donc, ce qui prime, c'est la légèreté. Et donc, je vous parle là actuellement avec un MacBook Air 11 pouces qui fonctionne très bien et qui donc n'est pas Retina. Et donc, comme le disait Guillaume, comme quand on voit un écran Retina, on voit tout de suite la différence. J'ai très longtemps évité d'être en présence d'écran Retina justement pour ne pas être tenté parce que Apple ne faisait pas de portable Retina qui me convienne. Bon, j'ai depuis quelques mois un iMac Retina, effectivement c'est 27 pouces 5K, c'est absolument magnifique. Donc j'attends avec impatience un portable Retina digne de ce nom. Et malheureusement, j'en ai pas encore trouvé. On en parlera peut-être plus tard, ou si vous voulez, tu me diras quand je pourrai parler du test du MacBook. Alors on va en parler après. D'abord l'écran. Moi, si je pouvais avoir un écran Retina sur le MacBook Air, je serais absolument ravi et je l'achèterais tout de suite. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai pas besoin de la puissance du MacBook Pro et aujourd'hui, son poids est encore une barrière pour moi. Donc, je trouve pas ce qui me convient dans la gamme Apple. Ouais. Gilles, est-ce que toi tu as besoin, est-ce que l'écran Retina pour toi est un argument de choix ou pas ? Alors, pour l'avoir testé sur les différents modèles d'Apple, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, pour la même raison que toi, je ne suis pas encore passé sur du Retina parce que je suis toujours sur un écran 17 pouces et je regrette beaucoup ce MacBook Pro 17 pouces qui ne soit pas encore dans la gamme. Et je n'ai pas trouvé encore quelque chose qui me fasse faire le pas. Mais clairement, je fais énormément de photos, éventuellement un peu de montage avec OS X, et ça serait vraiment quelque chose ça serait le rêve, oui. Alors, tu poses une question très importante, on va y venir après, c'est les tailles d'écran. Elles ont évolué, effectivement, et on va y revenir. Juste, moi, pour vous donner mon point de vue, je dois dire, mais j'ai presque honte de le dire, parce que moi, je fais beaucoup d'images de la photo et de la vidéo. J'ai un MacBook Pro 2011 qui n'est pas Retina et un MacBook Pro de l'année dernière qui est Retina. Je vous assure, si ce n'était pas un 15 et un 17 pouces, je ne ferais pas la différence entre les deux. Alors, vous ne me croyez peut-être pas, mais pour moi, elle ne me saute pas aux yeux. Et quand je suis devant mon vieux MacBook Pro 17 pouces, je suis très heureux. Et l'idée de payer éventuellement plus cher pour un écran Retina, pour moi, elle n'est pas fondamentale. En revanche, il y a un vrai facteur différenciant, c'est effectivement la taille de l'écran. Et je suis un peu de ton avis, Gilles. C'est vrai que moi, la disparition du MacBook Pro 17 pouces, j'ai toujours du mal à l'accepter. Comment est-ce qu'elle s'explique ? Par l'écran Retina. Ils ne rendaient pas assez, tout simplement. Ils étaient trop chers pour une niche du public, de la clientèle qui était trop peu importante, trop peu nombreuse, et donc ils ont sabré dans la gamme en se concentrant sur les tailles d'écran les plus petites, sachant que en plus ils étaient descendus entre-temps jusqu'à 11 pouces de diagonale. Oui, et Elie ? Alors, en fait, moi, j'ai une explication qui est un tout petit peu différente. Je pense que ça s'explique avec l'écran Retina. Je vais vous le montrer lorsqu'on va parler de la gamme actuelle. Pourquoi un écran Retina aujourd'hui permet de remplacer un 17 pouces. Et deuxièmement, je suis peut-être un peu différent de vous deux, parce que moi, le seul portable que je n'ai jamais eu, c'est-à-dire que j'ai essayé, je l'avais et je l'ai rendu au bout de 48 heures, c'est un 17 pouces parce qu'il était trop encombrant, un peu trop lourd, un peu trop large, pas pratique en avion. Et donc, du coup, je suis revenu à un 15 et depuis que j'ai un Retina, je peux faire du 17 pouces comme vous.
et je vais vous le montrer après si vous le voulez bien. Alors très bien, alors tu sais quoi, on va faire un mini sondage avec vous qui êtes sur Twitter, parce qu'il y a plein de messages, alors, je ne vais pas réussir à tous les relayer évidemment. On te demande notamment, Ellie, quelle est la taille de ton Retina? Un 15. Un 15 pouces, oui. À cause du processeur i7. Quelle est pour vous la taille idéale d'un Mac portable en pouces, hein, entre 11 et 17 on va dire. Envoyez-nous votre taille préférée avec le hashtag iWeekTV. Quelle est la taille que vous utilisez les uns et les autres? 11. Moi, je suis un inconditionnel du 15 pouces. Depuis 15 ans, je crois. Le 15 pouces, pour moi, c'est le truc, c'est que le 15 pouces, souvent, c'est là où Apple met quand même le plus de puissance. Et moi, j'aime bien me dire que j'en ai toujours sous le capot. Maintenant, en plus, avec des machines, comme j'utilise beaucoup de machines virtuelles, c'est-à-dire que je peux faire tourner un Windows de 2 OS 10 en plus de mon OS 10 standard. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais par exemple, quand on fait des tests, et moi, des fois, j'ai besoin de configuration de test, au lieu de pourrir ma machine en installant un logiciel, je l'installe dans une machine virtuelle. Et je sais que la machine, j'en ai toujours sous le pied et qu'elle ne faiblit pas, quoi. Et franchement, je suis ultra fan des MacBook Pro Retina depuis 2012. J'en ai eu deux ou trois différents, je ne sais plus. Le plus gros regret, c'est qu'on puisse pas forcément, qu'Apple fasse payer une blinde l'augmentation de capacité de stockage sur ces machines à cause du SSD. Et Apple se gave un petit peu trop là-dessus. Mais pour le reste, c'est des machines, franchement, elles sont quand même très légères par rapport à la puissance qu'elles dégagent. Elles sont d'une sobriété exemplaire. Elles sont complètes au niveau de la connectique, quasi complètes, on va dire. J'ai quasiment rien à reprocher, quoi. Peut-être que l'écran, si Apple a peut-être encore un peu de place pour mettre à 16 pouces, comme on entend parfois, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, je vois pas trop quoi changer sur ces machines, en fait. Ouais. Pas mal de messages qui plébiscitent le 12 pouces, donc la taille du MacBook. Alors on va y venir dans un instant au MacBook. Tu disais, Ellie, qu'en fait le 15 pouces Retina équivaut en fait à un 17 pouces, c'est ça? Absolument. Puisqu'en fait, on peut changer la résolution de l'écran. Est-ce que tu veux une démonstration vidéo immédiate? Alors, chiche. Allons voir notre 15 pouces. Alors, je peux le faire avec le mien, mais ça serait compliqué. Donc là, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, là, vous avez un 15 pouces 4. Et donc, la démonstration qu'on fait habituellement, c'est d'expliquer au client qu'on va dans Préférences système. Évidemment, il peut y avoir un raccourci. Et là, on a moniteur et il est réglé par défaut pour l'écran. Mais il suffit de changer. Là, vous avez la résolution d'un 15 pouces, c'est-à-dire 1440 par 900. Et comme par magie, là, je vais le passer en 1680 par 1050, qui est la résolution d'un 17 pouces Apple. Hop, vous avez un 17 pouces. Il ne manque pas un seul pixel. Vous avez même, si vous voulez être masochiste, la résolution d'un 21 La diagonale de l'écran n'est pas la même. Gilles, attends, laissez-les finir. Donc là, on peut même aller jusqu'à 21 pouces, on peut même aller au-delà, mais après ça devient illisible. Et moi qui ai pu le comparer avec un 17 pouces à côté, en fait, quand on veut travailler sur l'équivalent d'un 17 pouces, on fait ça, il faut avoir une bonne vue, et là on est en 17 pouces. Et franchement, c'est bien. Ça ne marche pas sur le 13, il faut le faire sur un 15 pouces. Ouais. Le 13 peut émuler la résolution d'un 15. Je crois qu'on peut aller à 17, mais pas au 21. Donc voilà, on peut même émuler un 13 pouces avec un 15 comme ça, mais là c'est un peu moche, mais on pourrait le faire. Voilà, donc c'était juste une petite démo, 15 secondes pour vous montrer que c'est possible. Merci Ellie, c'est sympa de se balader chez toi. Gilles, pour toi c'est pas tout à fait pareil, c'est ce que je comprends. Non, parce que quand tu as l'habitude de jongler avec plusieurs fenêtres, la diagonale de l'écran est importante parce que tu peux mettre davantage de choses. Et ensuite, quand tu modifies la résolution, tu as bien entendu le même nombre de pixels, mais ils sont plus petits et ça modifie pour garder la même gestalt, le même aspect. La taille des polices rétrécit et donc c'est moins lisible quand tu as des problèmes de vue ensuite. Comme toi ? J'ai des lunettes. Oui, comme nous, quoi, c'est ça. Bon. Ah oui. On en a tous. C'est l'âge, les amis. C'est l'âge. Moi, j'ai fait le laser, j'ai plus de problème. Ah, tu as fait ça, toi ? Ah oui, j'ai fait l'opération laser et 10 sur 10 maintenant. Ça marche très bien. Bon, t'es bon pour 10 ans. Pour quelques années. Voilà, dans 10 ans, la myopie, pas la presbytie. La presbytie, voilà. Bon, on saura tout. Ok, donc 15 pouces plébiscité. Jean-Christophe, 11 pouces. 11 pouces, c'est le plus petit des MacBook Air, hein ?
Oui, mais alors, moi, parce que j'ai une utilisation très modulaire, en fait. À chaque fois, quand je suis à la maison, je connecte le 11 pouces à un 27 pouces Apple. Et en fait, j'en ai eu dans les différentes entreprises dans lesquelles je travaillais. Donc pour moi, en fait, le fait d'avoir un grand écran, la plupart du temps quand je suis sédentaire, et en même temps, l'ordinateur le plus léger possible, voyage, ça me convient parfaitement. Bon, je dois dire que en ce qui me concerne, donc moi j'ai deux MacBook Pro. Il y en a un qui n'est pas vraiment à moi pour ne rien vous cacher, c'est un prêt. L'autre est vraiment à moi, c'est mon fameux MacBook Pro de 2011. Vous avez suivi ces péripéties avec les bugs de carte graphique, etc. J'ai aussi un MacBook Air. Alors j'ai pas le petit, j'ai le 13 pouces. Et j'avoue que c'est une machine absolument géniale que moi j'adore parce que en avion, c'est clairement la meilleure bécane qu'on peut emporter. Parce que même quand le voisin de devant, en classe éco, recule, bascule son siège, on peut encore à peu près travailler. À ma connaissance, il n'y a pas de ventilateur, donc elle ne fait jamais de bruit. Hein ? Il y en a un, mais il met du temps à se lancer. D'accord. Et puis en termes d'autonomie, c'est juste... on peut faire un très très long vol sans tomber en... Pour moi, c'est une autonomie qui se rapproche de celle d'un iPad chargé à bloc. Oui, on n'est pas loin. Clairement. Hein ? Ouais. Donc c'est une machine... Moi, j'utilise régulièrement sur Paris-San Francisco, donc 11 heures. Voilà. Donc c'est une machine assez fabuleuse qui est concurrencée depuis quelques mois par le renouveau d'un portable Apple qu'on a connu il y a quelques années, qui a été blanc et noir. Celui-ci a le même nom, il n'a plus tout à fait les mêmes caractéristiques. On va regarder quelques images de ce nouveau MacBook avant d'en parler. The new MacBook is the result of a collective obsession to simplify its essential components to create the most efficient design possible. It's a product that couldn't exist without invention across many disciplines. A full-size keyboard is the most familiar, comfortable, and accurate typing platform. It defined the width of the new MacBook. Bon, Jonathan Ive nous fait le récit complet du design. On voit ces nouvelles touches avec un système papillon, je crois, si je ne me trompe pas. Jean-Christophe, je sais que tu l'as testé récemment. On va aussi en parler avec Ellie. Mais d'abord, toi, ton sentiment sur un test très récent. Écoute, tout allait bien jusqu'à hier soir. Où en préparant le conducteur, j'ai voulu mettre en AirPlay une vidéo sur YouTube dans Chrome. Et là, la machine s'est emballée. J'ai eu très chaud aux genoux. Et puis, elle a gelé. Donc, quand vous lisez partout que le MacBook est bien pour être une machine à écrire, ce genre de choses, c'est vrai. Moi, j'ai eu du plaisir à l'utiliser pendant une semaine. Mais qu'elle soit pas capable de streamer une bête vidéo YouTube, je trouve ça quand même un peu gênant. Et c'est la première fois que ça m'arrive depuis des années, j'ai dû rebooter à froid le MacBook qui ne pouvait plus rien faire. Ouais. Et alors pour l'anecdote, c'est le Core i7, le M7. C'est la plus puissante. Et effectivement, je pense que c'est lié à ça. Je pense qu'en la case du MacBook n'est pas faite pour avoir un processeur qui chauffe autant. Et du coup, au bout d'un moment, le pauvre ordinateur, il perd pied. Ouais. Donc c'est quand même embêtant. Parce que jusqu'à hier soir, tu étais très enthousiaste sur la machine. Même si c'est très beau, par rapport au Mac portable que je portais tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Voilà. Non, en fait, moi enfin, on va faire le tour de table, mais comme vous le savez, j'utilise un iPad Pro 12 pouces depuis plusieurs mois. Et je me suis rendu compte que la différence entre les deux était de moins en moins importante, justement parce que le MacBook a des limitations telles que je peux pas l'utiliser comme j'utilise mon iMac ou mon MacBook Air, et que du coup, ce qu'on appelle ici la versatility, le fait qu'on puisse utiliser pour plein de façons différentes l'iPad, notamment pour faire des dessins, des schémas, autant j'attendrai sans doute un MacBook Pro s'il arrive un jour
pour me rééquiper, pour avoir une machine aussi puissante que mon iMac, autant juste pour avoir la machine la plus légère possible et une très bonne machine à écrire en balade, l'iPad Pro est pas si mal aujourd'hui. Ok, est-ce que pour vous, le MacBook nouvelle génération est une menace pour le MacBook Air? Est-ce que vous pensez que le MacBook Air va disparaître? Oui. Est-ce que c'est vraiment justifié? Bien sûr. Oui. Parce qu'après, les machines vont se phagocyter les unes les autres. Ouais. Mais peut-être que ça ne sera pas tout de suite. Ça va peut-être prendre dans un an encore, ou je ne sais pas combien de temps. Mais pour moi, ça semblerait la logique. C'est ce qui s'est passé avec le MacBook Air précédent. Il est arrivé, il y avait la gamme MacBook qui était là. Et finalement, le MacBook Air a phagocyté le MacBook. Et là, je pense que c'est la même chose qui va se passer. C'est que le MacBook, en fait, va devenir le remplaçant du MacBook Air. Et il y aura peut-être une déclinaison 12 pouces, 14 pouces, j'en sais rien. Voilà. Puis en fait, de toute façon, le MacBook, aujourd'hui, c'est grosso modo le choix pour les gens qui hésitent entre un iPad et un ordinateur portable. Il ne faut pas le voir différemment. Regardez comment il est vendu. On choisit la couleur, qui sont les mêmes que l'iPad, et la capacité de stockage, comme sur un iPad. Fin de débat, il n'y a pas d'option, il n'y a rien d'autre. Donc vous choisissez éventuellement le processeur, mais de toute façon ça va avec, je crois, la capacité de stockage. Donc c'est très limité en termes de choix, et je pense que c'est volontaire de la part d'Apple justement. C'est pour se dire, si vous hésitiez entre un iPad et un ordinateur portable, vous trouvez que le MacBook Air, ça ne vous correspond pas, le MacBook 12 pouces est peut-être le choix qu'il vous faut finalement. Ouais, mais c'est regarde, une machine intermédiaire, et puis voilà. Alors, j'en viens à 3 PDF que Ellie m'a envoyés. Il y a un point quand même qui est très important. Regardez juste un détail qui compte. Si j'arrive à vous le montrer, voilà, 999 €. Ouais, alors, sauf que en fait, quand tu commences à prendre les configurations, et je l'ai fait parce que récemment, j'ai dû justement me poser la question de prendre une machine complémentaire pour différentes raisons techniques, et j'ai longtemps hésité entre le 11 pouces et le 12 pouces, enfin le MacBook Air et le 12 pouces, et finalement, je suis parti sur le 12 parce que à configuration égale, je dis bien égale, l'iBook, je crois que le MacBook le 11 pouces était quasiment au même prix, voire peut-être un poil plus cher, je sais plus. Enfin, c'était quasiment dans les mêmes eaux. Donc, au final, autant avoir une machine avec un meilleur écran, meilleur clavier, enfin théoriquement meilleur clavier, un peu plus tourné vers l'avenir que d'avoir l'ancienne machine, quoi. Regarde quand même le prix. Machine il y a 3 ans. Oui, regarde le prix de départ du MacBook quand même, hein, 1449 €. C'est un prix d'appel. Et après, tu rajoutes les options dont tu as besoin pour arriver à avoir 256 Go de stockage et tout le reste. Et au final, tu as une machine qui a un design il y a 3 ans. Oui, mais là, qui n'est pas forcément ce que moi je voulais, parce que je voulais une machine très légère pour faire des tests sur le terrain. Guillaume, là, c'est le MacBook, 1449 €, prix de départ. Oui, et le MacBook, le 11 pouces, quand tu rajoutes les options qui vont bien, il est quasiment au même prix. Ah oui, mais c'est quand même... si tu veux... Ah je suis pas... ok, d'accord, il y a les options, effectivement, qui ajoutent, et on est rarement sur le prix de base. Mais quand même, si on veut une machine à 1000 €, c'est pas le MacBook qui permet d'avoir une machine à 1000 €. C'est pas le but. Je suis tout à fait d'accord avec... Tu peux poser la question quand tu veux une machine à 1500. Pour qu'on puisse discuter et que tous nos spectateurs puissent se faire une idée. Est-ce que vous voulez qu'en 1 minute chrono, je vous révèle 2 jours de formation Apple, c'est-à-dire comment présenter la gamme des portables à des clients pour les... Alors, vous allez voir, c'est très facile. Apple a pensé à vous. Donc, au départ, vous avez une gamme qui est là, qui s'appelle le MacBook Air. MacBook Air existe donc en 11 et 13 pouces, on en a parlé. L'intérêt, c'est une machine destinée à des particuliers, c'est destiné à des étudiants. Apple insiste sur la capacité de la batterie, sur la légèreté, on a vu tout ça, et il y a un écran standard. À côté de cette gamme donc personnelle, on change de côté, et là, on a la gamme professionnelle. La gamme professionnelle, donc MacBook Pro, quelles sont les différences? On augmente, on passe de 13 à 15 pouces, on a plus de connectique, on a des processeurs évidemment beaucoup plus rapides et surtout, on a un écran Retina. Donc, on en a parlé longuement, qui fait toute la différence. Et à côté de ça, il y a Apple ayant ces 2 gammes très bien positionnées, gamme personnelle, gamme professionnelle, c'est dit, et si on faisait, donc là c'est le design qui intervient, best of both worlds, donc le meilleur des 2 mondes, et si on faisait donc une machine très légère, mais avec un écran Retina. Voilà, donc et là on arrive au MacBook dont on vient de parler, qui est une machine donc extrêmement fine, extrêmement légère, mais avec un merveilleux écran Retina. Et ça serait la machine parfaite, à une exception près, c'est qu'il
elle manque un peu de puissance. Et donc, on parlait tout à l'heure de la disparition possible des MacBook Air. Comment est-ce qu'on le reconnaît? En fait, il lui manque deux choses. L'écran Retina qui maintenant est sur toute la gamme Apple. Tous les produits Apple ont un écran Retina à part celui-ci. Et puis, le trackpad n'est pas Force Touch. Donc, Apple n'a pas fait le petit effort lors de la dernière mise à jour, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, de rajouter les dernières technologies. Donc, aujourd'hui, vous avez grosso modo une génération de machines, les Air, pour les étudiants et les particuliers, une gamme professionnelle qui mériterait d'être mise à jour, et puis une gamme un peu intermédiaire qui est magnifique, mais qui manque un tout petit peu de puissance, sinon elle serait parfaite. Parce qu'en fait, c'est là où le design, ça c'est pas dans la formation par contre, hein, c'est là où le design a pris un peu trop le pouvoir, c'est-à-dire qu'à force de vouloir faire toujours plus fin, on est arrivé à une machine avec un seul connecteur, on va en parler, ça peut poser des problèmes, et surtout une machine avec un processeur qui est presque un processeur d'iPad. Donc en fait, c'est un iPad ordinateur. Alors c'est hyper intéressant. Elie, pendant que tu nous faisais cette superbe démo, puisqu'on est sur les docks que tu m'as envoyés, le troisième dock qui concerne la gamme MacBook Pro, regarde le prix de départ du MacBook Pro 13 pouces Retina, on est au même prix de départ que le MacBook, 1449 €. Entre les deux, est-ce qu'il y a vraiment une raison d'hésiter? Il y a 1 kilo de différence quasiment. Pour les gens qui bougent beaucoup, ça fait une différence. Après, en termes de puissance, en termes de connectique, etc., est-ce que... Mais après, c'est une question de priorité. En fait, dans la vie, il y a des gens qui préfèrent avoir une machine extra légère parce qu'ils la prennent, ils sont dans l'avion, ils vont partir en badrouille. Moi, comme machine complémentaire de mon portable, comme j'ai besoin des fois de 2 machines quand je vais en déplacement, c'est une machine idéale. Elle est parfaite pour ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'avoir une connectique monstrueuse. J'ai un adaptateur USB pour brancher mon disque dur. J'ai trouvé un adaptateur à 5 € et puis je peux brancher tout ce qui est en USB dessus. Et fin de l'histoire, quoi. En fait, après, on se fait une montagne de connectique et tout ça. C'est un problème pour certaines personnes. Ce n'est pas un problème pour toutes les personnes, et n'oublions pas que nous sommes, nous, ici, ensemble, des technoïdes, mais la plupart des gens ont besoin, grosso modo, d'un connecteur USB et à des adaptateurs qui vont très bien pour brancher une clé USB et autres sur le MacBook tout court, et puis ils ont besoin du Wi-Fi, et ça suffit. Ouais, mais Guillaume, il n'y a pas besoin de tout Guillaume, tu as utilisé un mot hyper important, tu as dit machine complémentaire. Je pense que la plupart des gens, ils cherchent à savoir quelle machine unique ils doivent acheter. Mais après, le problème, c'est qu'il y a un truc qui ne ressentira jamais tant que tu n'as pas touché, c'est le feeling de la machine. D'accord, c'est le feeling. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu as la machine dans la main. Et c'est là où Apple est très fort. Et c'est là où si on se dit juste, si on regarde les caractéristiques techniques sur un papier, c'est nul. Effectivement, tu peux dire, ouais, mais il n'y a pas ceci et cela. Et puis tu prends le MacBook dans les mains et tu dis, putain, quand même, quoi. Je suis désolé, je suis grossier un petit peu, mais c'est exactement ça. Et puis après, tu l'allumes et tu dis, c'est dommage. Non, mais toi, tu peux dire c'est dommage. Mais il y a plein de gens qui se diront putain, c'est la machine qu'il me faut parce qu'elle est extra légère, elle a un super bel écran, elle est juste magnifique. Et en gris sidéral, moi je trouve qu'elle est juste à tomber. Et fin de débat. Et la question se pose même pas là. On en est au même problème qu'avec la Watch. C'est le feeling que tu as avec le design. C'est tout. Et c'est ça Apple. C'est aussi ça, faut pas l'oublier. C'est ça la force d'Apple aussi. C'est pouvoir déclencher de l'émotion à travers le produit. Le premier MacBook Air, moi je trouvais bof. Quand je l'ai pris entre les mains, c'était tout à fait autre chose. Guillaume, juste parce qu'il nous reste pas très longtemps, on a promis d'appeler Teddy avant la fin de l'émission. Alors je vais saluer Gilles qui partage le duplex avec Teddy. Salut Gilles. Non, salut. Où c'est Jean-Christophe? Attends, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Gilles ou Jean-Christophe? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais si tu veux, je vais faire Je prends le siège éjectable s'il faut. je ne sais, très honnêtement, je ne sais plus. Allez, Gilles, est-ce que tu veux bien qu'on fasse comme ça? Oui, tout à fait. Allez, je te mets sur le siège éjectable à la James Bond. Salut Gilles. Salut Gilles. Bientôt, Gilles. Salut Gilles. Pendant que on se déconnecte, je vais me retourner vers vous les amis. Je voudrais qu'on dise un mot quand même à propos du MacBook, de ce fameux connecteur. On en a déjà parlé. Il n'y a pas encore de Thunderbolt 3 sur les Mac portables. Est-ce qu'il faut attendre qu'il arrive pour s'équiper? Et on va poser la question à Elie. Il doit quand même avoir besoin de vendre des machines tant que le Thunderbolt 3 n'est pas arrivé. Aujourd'hui, le problème sur le haut de gamme, c'est qu'on est un tout petit peu décalé. Et les gens voient ce qui se fait chez la concurrence. On devait parler d'un produit Asus qui vient de sortir. On avait parlé du Spectre il y a quelques semaines. La concurrence n'attend pas qu'Apple innove. Donc, ils sont capables de sortir des produits et des bons produits. Donc, il est vraiment temps qu'Apple fasse un petit effort sur le haut de gamme parce qu'il n'a pas vraiment bougé.
Là, on a depuis 3 ans, le MacBook Pro, il a des tout petits changements de processeur, mais pas de révolution technologique, alors que ça a toujours été le flagship technologique. Donc, on attend. Il semblerait que ça va arriver, mais il semblerait que du coup, ça va être reporté parce qu'ils veulent. Dernière rumeur, rien de confirmé, mais il semblerait qu'Apple travaille sur un MacBook Pro qui aurait un petit écran OLED à la place des touches de fonction, donc qui du coup serait changeante, mais qui ne serait pas prêt pour la WWDC et qu'on ne verrait qu'à la rentrée. Donc oui, c'est bien, mais hélas, moi je le voulais pour le mois de juin, j'étais prêt, je voulais le changer tout de suite. Et ben, je crois qu'il va falloir que je patiente encore un peu. J'ai le même problème qu'Eli. Oui, Jean-Christophe. J'ai exactement le même problème qu'Eli, j'étais prêt à changer en juin. Alors, je me suis laissé dire, bon, vous savez, à San Francisco, il se dit beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut... Ça, je ne peux pas savoir, mais que peut-être qu'Apple ferait comme pour le Mac Pro, nous le montrerait et nous dirait d'attendre la rentrée, ce qui permettrait en fait de prendre position médiatiquement et de ne pas rater le Back to School season. Mais ça, voilà, je sais, ça reste à confirmer. Ça veut dire que vous pensez qu'il n'y aura pas d'annonce de MacBook Pro dans 15 jours maintenant? Il y aura peut-être une annonce, mais pas une disponibilité. Ah, c'est différent alors. Comme ce que je dis, c'est comme le Mac Pro à l'époque. En fait, il y a eu une annonce et puis ils l'ont sorti plusieurs mois plus tard. Bon, on va saluer Teddy qui vient de nous rejoindre. Salut Teddy. Salut Teddy. Et d'ailleurs, ça fait bien plaisir de te voir, Teddy. Ben, ça fait plaisir aussi. Et welcome. On va vraiment faire la fin de l'émission avec toi hein, pour le fun et parce qu'on se l'était promis. Juste en un mot, tu as un portable, toi, Apple? J'ai un MacBook Pro Retina 13 pouces qui a 3 ans, je crois. Ah. Ouais. Et tu en es fan? Ouais, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est, comme je l'ai indiqué à mes camarades dans l'échange de mails hier, c'est pas forcément une machine que j'utilise tant que ça, parce que moi, je fais beaucoup de choses depuis mon iPad, même jusqu'au montage des vidéos, etc. Donc, finalement, le MacBook, c'était plus un achat à plaisir. Parce que, bon, après, on a toujours besoin d'un ordinateur pour faire certaines choses, mais je m'en sers pas tous les jours. Hein. Bon, Teddy. T'as vu, on a un petit peu débordé sur les MacBooks et c'était un petit peu prévisible. Allez, il nous reste une grosse minute pour faire un sujet d'actu, le sujet d'actu avec toi. Qu'est-ce que c'est? Oui. Tadam. Et voilà, le sujet d'actu à la limite. Ah, ouais. Et voilà, on s'en fout. Nous sommes champions d'Europe. C'est ça le sujet d'actu. Rien à foutre. Ça y est. Des écharpes et tout. Ça y est, c'est la folie. Ça y est. Les fans moi je remballe, salut. Les fans du Real nous ont envahis. Ça y est, irruption sur le plateau. D'accord. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui me surnomment Zizou parce qu'on a un peu la même coupe de cheveux, les mêmes origines, marseillaise. Donc voilà. Donc c'est un coup monté, c'est ça? Non, c'était très important parce qu'on en avait parlé avec Teddy quand il s'était absenté pendant quelques semaines et on s'était dit, le jour où tu reviens, il faut absolument qu'on mette un maillot du Real. Et donc, c'était une promesse qu'on s'était fait entre nous. Voilà, et puis on espérait évidemment qu'entre-temps, il soit champion d'Europe, c'est fait depuis samedi, donc c'est cool. Bon, bah écoutez, bravo au Real. Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. J'en ai profité pour reglisser un mot sur les podcasts qui sont réactivés, qu'on est en train de remettre à jour. On avait pris beaucoup de retard parce que changement de serveur, etc. Ça a pris beaucoup de temps et je fais une grosse bise à Eric, là-bas du côté du Mont-Saint-Michel, qui est vraiment notre magicien de la technique et qui a bossé comme un fou sur cette migration. Merci beaucoup les amis pour cette spéciale portable avec l'apparition spéciale de Teddy. Teddy, on t'embrasse, on te dit à très très vite dans iWeek et sur Watch. Ouais, pour moi ça sera à la rentrée parce que je serai pas là au mois de juin, donc c'était la dernière de la saison, hein, je suis désolé, mais c'était en plus l'apparition sans doute la plus courte qu'on a jamais eue dans iWeek. Mais c'est pas grave, tu étais là, c'est le plus important. Salut Ellie, à très très vite. Salut, à bientôt. Bisous sur la Côte d'Azur. Salut Jean-Christophe à San Francisco. Salut, à très bientôt et à bientôt Teddy. À bientôt Teddy. Et à bientôt Guillaume. Salut, à très très vite. Tu n'as plus de micro, mais c'est pas grave parce que c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine et puis évidemment dans 13 jours maintenant, le lundi 13 juin. On n'a pas encore l'heure exacte de la keynote, mais on sera évidemment en direct sur Watch pour vous accompagner et pour décrypter avec vous cette keynote de la WWDC. Passez une très très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous et à la semaine prochaine. Salut.